Nuit de Noël, l'annonce des frappes du 26 décembre tombe comme un choc net. En quelques heures, l'événement cesse d'être lié au Nigeria au sens étroit. Il recompose la lecture régionale parce qu'il suggère une capacité d'action depuis le golfe de Guinée et une logique où la rivalité avec la Russie et la Chine pèse sur chaque choix. Alors, qu'est-ce que cette accélération signifie pour les mois qui viennent? Et pourquoi l'avertissement d'Ibrahim Traoré revient-il hanter tous les scénarios? Si ce n'est pas un épisode isolé, c'est peut-être le premier acte d'un cycle plus large. Cette analyse promet une chose précise: clarifier ce que révèlent réellement les frappes du 26 décembre lorsqu'on les replace dans une séquence régionale plus large, sans extrapoler au-delà des éléments contenus dans la source. L'enjeu pour le lecteur est simple: comprendre en quelques minutes comment une opération présentée comme ciblée peut modifier durablement les équilibres sécuritaires, politiques et sociaux en Afrique de l'Ouest. Pour y parvenir, le récit suivra un fil strict. Ce qui a été fait, pourquoi ce choix précis a été retenu et quelles conséquences concrètes en découlent déjà pour les acteurs concernés. Il ne s'agit pas d'anticiper l'avenir avec certitude, mais d'identifier les signaux faibles et les dynamiques visibles que beaucoup ont tendance à sous-estimer dans l'immédiateté de l'événement. Dans cette lecture, les déclarations d'Ibrahim Traoré ne sont ni un slogan, ni une posture idéologique, mais un repère chronologique qui aide à mesurer la cohérence entre avertissements politiques et évolutions militaires observées. À partir de là, le texte apportera un éclairage progressif, afin que le lecteur puisse relier des faits apparemment dispersés en une trajectoire intelligible. Dès les premières heures, suivant le 26 décembre, un détail change la lecture de l'événement. Les frappes américaines ne visent pas les bastions historiques de l'insurrection dans le nord-est du Nigeria, mais des zones comme Sokoto et Kwara, ce qui indique une priorité différente et une logique déjà en place avant l'opération. Ce point éclaire le contexte plus large décrit dans la source. Washington n'agit plus seulement dans une logique de réponse ponctuelle à une menace locale, mais dans un cadre stratégique où chaque mouvement en Afrique de l'Ouest est interprété à travers la rivalité avec la Russie et la Chine. Les frappes du 26 décembre deviennent alors un signal, pas seulement un acte militaire. Elles montrent que les États-Unis disposent désormais d'un point d'appui leur permettant d'atteindre rapidement plusieurs États de la région sans dépendre d'une base terrestre sahélienne. Ce changement s'explique par une séquence antérieure. En 2023, les forces américaines ont été contraintes de quitter la base d'Agadez au Niger, perdant ainsi un pivot opérationnel majeur au cœur du Sahel. Depuis, la recherche d'une alternative crédible structure les décisions de Washington. La présence d'un navire américain dans le golfe de Guinée, évoqué dans la source, n'est donc pas un simple élément logistique, mais la pièce centrale d'un dispositif de remplacement soigneusement préparé. Dans ce cadre, les avertissements formulés par Ibrahim Traoré prennent une portée nouvelle. Lors du sommet de l'AES, mentionné dans la source, il évoquait une possible montée des tensions régionales à l'approche de 2026, à mesure que les pressions extérieures se resserreraient autour du bloc sahélien. Les frappes au Nigeria semblent s'inscrire précisément dans cette trajectoire annoncée. Le contexte n'est plus celui d'un affrontement isolé avec un groupe militant. Il s'agit d'une recomposition des lignes de force, où les déplacements de groupes armés, les intérêts électoraux nationaux et les stratégies des grandes puissances s'entrecroisent. C'est ce faisceau d'éléments, et non un seul facteur, qui donne à l'épisode du 26 décembre sa signification réelle. Pour comprendre comment cette dynamique abstraite se traduit concrètement, il faut changer d'échelle et regarder ce qui se passe dans les zones mentionnées par la source. Sokoto et Kwara ne sont pas décrits comme des bastions historiques des groupes militants sahéliens. Justement, leur apparition soudaine dans le récit opérationnel agit comme un révélateur. Dans ces régions, la présence évoquée du JNIM ne renvoie pas à une implantation ancienne, mais à un déplacement contraint, chassé du Mali, du Niger et du Burkina Faso par les opérations menées par les pays de l'AES. Le groupe a cherché des zones de repli perçues comme moins exposées. Ce mouvement modifie instantanément la perception locale. Des territoires jusque-là considérés comme périphériques deviennent, dans le discours sécuritaire, des espaces stratégiques. Les populations locales servent alors de baromètre involontaire. Selon les éléments rapportés,
Leur inquiétude ne se focalise pas sur un groupe précis, mais sur l'idée que le conflit sahélien puisse glisser vers des zones jusqu'ici relativement épargnées. Le quotidien bascule. Route perçue comme plus risquée, activité commerciale ralentie, attention accrue des autorités locales. Ce glissement a un impact immédiat sur la manière dont l'État nigérian est perçu. La source suggère que l'intervention américaine permet à Abuja d'afficher une réponse sécuritaire forte sans porter seul le poids militaire de l'opération. Pour les acteurs locaux, cette démonstration de coopération internationale est ambivalente. Elle rassure sur la capacité d'action, tout en rappelant que les décisions majeures se prennent à un niveau qui dépasse largement leur réalité. Ici, l'implication devient claire. Quand des zones non habituées au conflit entrent dans la narration sécuritaire, ce n'est plus un simple épisode militaire, mais un signal de transformation durable de l'espace régional. Tout commence par une rupture nette dans la routine régionale. Avant le 26 décembre, le nord du Nigeria n'était pas présenté comme un théâtre prioritaire de l'affrontement sahélien. Les groupes militants actifs dans le récit dominant restaient associés au nord-est, tandis que Sokoto et Kwara demeuraient en marge des cartes mentales du conflit. Cette situation change brutalement lorsque les premières informations sur les frappes américaines émergent, presque simultanément, dans la nuit de Noël. Le déclenchement est rapide, les confirmations officielles indiquent que les États-Unis ont ciblé des positions attribuées aux Jenim dans ces zones précises. Ce choix rompt avec les attentes, car il ne s'inscrit pas dans la continuité des opérations antérieures contre Boko Haram ou d'autres groupes historiquement implantés au Nigeria. Dès cet instant, l'opération cesse d'être interprétée comme une action défensive classique et commence à être lue comme un signal stratégique. Le point culminant survient lorsque la source révèle le rôle central du navire américain positionné dans le golfe de Guinée. Ce qui pouvait passer pour un détail logistique devient un élément structurant. La frappe fonctionne comme une démonstration, une capacité projetable est désormais opérationnelle, capable d'atteindre plusieurs États d'Afrique de l'Ouest en un temps réduit. Cette révélation modifie la chronologie perçue. L'événement du 26 décembre apparaît moins comme une réponse improvisée que comme l'aboutissement d'une préparation entamée plusieurs semaines auparavant. À partir de là, les répliques se multiplient. Sur le plan sécuritaire, le déplacement du Jenim depuis le Mali, le Niger et le Burkina Faso vers le Nigeria prend une signification nouvelle. Il ne s'agit plus seulement d'une fuite tactique face aux opérations de l'AES, mais d'un mouvement qui redessine la géographie des zones de refuge. Sur le plan politique, l'accord implicite entre Washington et Abuja, mentionné dans la source, révèle un niveau de coopération déjà consolidé, même s'il reste peu visible publiquement. Cette séquence résonne fortement avec les avertissements formulés par Ibrahim Traoré. Lorsqu'il évoquait le risque d'une montée des tensions régionales à l'approche de 2026, il décrivait précisément ce type d'enchaînement. Pression extérieure accrue, déplacement de groupes armés et réponses militaires qui s'étendent au-delà de leur point d'origine. Les événements du 26 décembre donnent une matérialité concrète à cette projection. Enfin, les répliques les plus durables se situent dans la perception régionale. L'idée qu'une intervention puisse être répétée, si les groupes militants se déplacent vers d'autres zones côtières ou reviennent vers le cœur sahélien, installe un sentiment d'instabilité prolongée. Le 26 décembre devient alors une date repère, non pour l'intensité immédiate des frappes, mais pour la dynamique qu'elles enclenchent. Un avant et un après se dessinent, dont les effets continuent de se propager bien au-delà de la nuit de Noël. Le point de départ est clair dans la source. Avant le 26 décembre, les États-Unis ne disposaient plus d'un pivot terrestre majeur au Sahel depuis leur éviction de la base d'Agadez en 2023. La rupture apparaît avec l'opération nigériane. Une capacité d'action régionale est rétablie depuis le golfe de Guinée sans dépendre d'une implantation au cœur du Sahel. Cette bascule modifie la portée et la fréquence potentielle des interventions. 3 repères chiffrés structurent cette lecture. D'abord, il y a la date du 26 décembre elle-même. Elle marque l'activation visible du nouveau dispositif. La source insiste sur le fait que les frappes ne sont pas présentées comme accidentelles ou improvisées, mais comme une démonstration opérationnelle. En un laps de temps très court, l'opération prouve qu'un navire positionné au large peut atteindre l'intérieur du Nigeria. En termes simples, cela signifie que le temps de réaction militaire a été comprimé et que la distance
n'est plus un frein déterminant. Ensuite, 2023, année du retrait forcé d'Agadez. Cette perte constituait un affaiblissement majeur pour Washington, car elle réduisait son rayon d'action régional. La présence navale dans le golfe de Guinée apparaît alors comme une réponse directe à cette contrainte. La source suggère que la stratégie américaine consiste désormais à compenser l'absence sahélienne par une plateforme mobile capable de couvrir plusieurs États sans négociation permanente pour une base terrestre. La rupture est donc stratégique. D'une dépendance à un point fixe, on passe à une capacité plus flexible. Enfin 2027, l'échéance électorale nigériane mentionnée dans le récit. Ce calendrier éclaire la dimension politique de l'opération. Pour le gouvernement d'Abuja, la coopération militaire avec les États-Unis offre une opportunité de présenter des résultats sécuritaires visibles avant cette date. La source ne quantifie pas cet effet, mais elle en décrit la logique. Partager la charge militaire permet de réduire le coût politique interne tout en renforçant la crédibilité internationale. Ces trois repères ne prennent leur sens que lorsqu'on les met en relation. Le 26 décembre prouve une capacité. 2023 explique pourquoi cette capacité devait être recréée ailleurs. 2027 indique pourquoi cette démonstration est politiquement utile pour l'État nigérian. Ensemble, ils dessinent une trajectoire cohérente plutôt qu'une suite d'événements isolés. Dans ce cadre, les mises en garde d'Ibrahim Traoré s'insèrent comme un élément de lecture, non comme une donnée chiffrée supplémentaire. En évoquant une montée des tensions régionales à l'horizon 2026, il pointait précisément le risque d'une multiplication de réactions en chaîne à partir de décisions extérieures. Les chiffres et dates présents dans la source montrent que cette dynamique n'est pas abstraite, elle est déjà enclenchée. Ainsi, la preuve ici n'est pas une accumulation de statistiques, mais l'alignement de quelques repères temporels qui révèlent un changement de phase. Le passage du point de départ à la rupture ne tient pas à l'intensité d'une frappe, mais à la reconfiguration mesurable des capacités, des calendriers et des incitations politiques. C'est cette combinaison qui rend l'épisode du 26 décembre structurellement différent de ce qui l'a précédé. À ce stade, deux interprétations s'imposent lorsqu'on analyse les frappes américaines du 26 décembre au Nigeria. D'un côté, souvent avancé par des observateurs extérieurs, repose sur un argument sécuritaire classique. Selon cette lecture, Washington n'aurait fait que neutraliser un groupe militant dangereux, le JNIM, récemment déplacé vers des zones où la présence de l'État nigérian reste inégale. Dans ce cadre, peu importe le lieu précis, toute réduction de la capacité opérationnelle du groupe serait bénéfique, car elle limite les risques pour les populations civiles et empêche l'enracinement de nouveaux foyers de violence. De l'autre, une lecture plus critique s'impose. Elle considère que l'intervention américaine crée un précédent délicat pour la souveraineté régionale. Autoriser une puissance extérieure à mener des frappes répétées pourrait à terme renforcer une dépendance sécuritaire et affaiblir la capacité collective des États d'Afrique de l'Ouest à gérer leurs propres crises. Dans cette optique, l'opération du 26 décembre serait moins un acte de protection qu'un pas supplémentaire vers une externalisation durable de la sécurité régionale. Ces deux positions sont cohérentes en apparence. Chacune s'appuie sur des principes connus et sur des expériences passées. Pourtant, lorsque l'on confronte ces arguments aux éléments précis fournis par la source, une lecture plus structurée émerge. Le récit insiste sur le fait que les frappes ne visent pas les bastions historiques du terrorisme nigérian, mais un groupe sahélien déplacé. Ce choix n'est pas neutre. Il suggère que l'objectif principal dépasse la simple neutralisation d'une menace immédiate. La présence du navire américain dans le golfe de Guinée renforce cette conclusion. Elle indique une capacité conçue pour se projeter rapidement sur plusieurs États, ce qui correspond davantage à une stratégie régionale qu'à une action isolée. Dans ce cadre, la lecture strictement sécuritaire apparaît incomplète, tandis que la crainte d'une dépendance durable gagne en consistance factuelle. C'est précisément sur ce point que les avertissements d'Ibrahim Traoré trouvent un écho particulier. En évoquant une montée des tensions,
liées aux pressions extérieures autour du bloc sahélien, il anticipait ce type de configuration, où une intervention ponctuelle s'inscrit dans une logique beaucoup plus large. La mise à l'épreuve des deux arguments montre donc que l'épisode du 26 décembre ne peut être compris pleinement sans intégrer cette dimension géopolitique élargie. Au milieu du récit, la source met en lumière un basculement. Jusqu'ici, le Sahel apparaissait comme le cœur opérationnel des équilibres militaires régionaux. Or, les frappes du 26 décembre montrent que ce centre n'est plus uniquement terrestre, ni strictement sahélien. Avec la plateforme navale installée dans le golfe de Guinée, la capacité d'action se déplace vers un axe côtier, plus mobile et moins contraint par les frontières politiques classiques. Ce révélateur modifie l'ensemble de la lecture stratégique. L'intervention n'est plus seulement une réponse à la présence du GENIM dans le nord du Nigeria, mais une démonstration de portée régionale. La source insiste sur le fait que, une fois cette capacité prouvée, elle devient reproductible. Autrement dit, chaque déplacement futur de groupes militants peut désormais être suivi d'une action rapide sans redéploiement majeur. Dans ce nouveau cadre, les avertissements d'Ibrahim Traoré prennent un sens particulier. Lorsqu'il évoquait une montée des tensions à l'approche de 2026, il décrivait un environnement où les pressions extérieures, combinées aux dynamiques internes, déplacent continuellement les lignes de force. Le changement d'axe du Sahel vers le golfe de Guinée correspond exactement à ce scénario. Ce qui est révélé ici n'est donc pas technique, mais structurel. Elle montre que l'épisode nigérian sert de test grandeur nature. Une fois ce test réussi, l'équilibre régional entre dans une phase plus instable où la rapidité d'intervention devient un facteur déterminant. C'est à partir de ce point que les conséquences cessent d'être hypothétiques et commencent à se concrétiser. Les effets des frappes du 26 décembre se déploient différemment selon les acteurs concernés, mais tous s'inscrivent dans la même dynamique de recomposition régionale. Pour les autorités nigérianes, l'impact est d'abord institutionnel. La source montre que l'opération permet à l'État de présenter une action sécuritaire ferme sans assumer seul l'ensemble du risque militaire. Cette coopération avec Washington offre une marge de manœuvre politique, notamment à l'approche de l'échéance électorale de 2027. Elle renforce l'image d'un gouvernement capable de mobiliser des partenaires puissants tout en maintenant une certaine distance vis-à-vis des opérations elles-mêmes. Du côté des entreprises et des acteurs économiques, les conséquences sont plus indirectes, mais tout aussi réelles. Les zones de Sokoto et de Kwara reposent sur des réseaux commerciaux intérieurs et des flux logistiques régionaux. Leur apparition soudaine dans le discours sécuritaire modifie la perception du risque. La source suggère que cette perception suffit à entraîner une prudence accrue. Déplacements plus coûteux, décisions d'investissement retardées, hausse des dépenses liées à la sécurité. Même sans attaque répétée, l'idée qu'un nouveau front potentiel existe agit comme un frein économique. Pour les populations locales, l'effet est immédiat et quotidien. Les habitants de ces régions n'étaient pas habitués à être associés au conflit sahélien. Leur inquiétude ne porte pas seulement sur la présence d'un groupe militant précis, mais sur la transformation de leur environnement. Être désigné comme zone de repli possible signifie vivre sous la menace d'actions militaires extérieures et de déplacements forcés de combattants. La source décrit ce décalage brutal entre une réalité jusque-là relativement stable et l'irruption d'enjeux géopolitiques internationaux dans la vie locale. À l'échelle régionale, les conséquences sont les plus lourdes. La présence américaine dans le golfe de Guinée, combinée aux frappes ciblées, confirme l'installation d'un nouveau corridor opérationnel occidental. Cela signifie que tout mouvement du GENIM vers d'autres États côtiers, comme le Bénin ou le Cameroun, pourrait entraîner une réponse similaire. Cette perspective installe une logique de réaction en chaîne, où chaque déplacement militant devient un potentiel déclencheur. C'est dans ce contexte que les mises en garde d'Ibrahim Traoré trouvent leur pleine portée. En soulignant le risque d'un élargissement progressif des tensions sous l'effet des pressions extérieures, il décrivait précisément ce type de conséquences différenciées mais convergentes. Pour chaque groupe, l'impact est spécifique, mais l'addition de ces effets crée une instabilité diffuse. Les frappes du 26 décembre ne redéfinissent pas seulement une zone, elles redessinent
les calculs de tous ceux qui évoluent dans l'espace ouest africain. À partir des éléments strictement contenus dans la source, plusieurs trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne sont pas des prédictions, mais des prolongements logiques des dynamiques déjà visibles depuis le 26 décembre. D'abord, une trajectoire repose sur la continuité. Les États-Unis continueraient d'utiliser le navire positionné dans le golfe de Guinée pour mener des frappes ciblées si le JNIM tente de s'implanter durablement dans le nord du Nigeria. Dans cette configuration, les opérations resteraient limitées mais régulières. Le Nigeria jouerait le rôle de partenaire clé fournissant l'ancrage politique nécessaire. La pression sécuritaire se maintiendrait à Sokoto et Kwara sans débordement massif, mais l'incertitude resterait élevée. Cette trajectoire prolonge simplement ce que la source décrit déjà comme une dynamique enclenchée. Ensuite, une autre trajectoire apparaît si les frappes parviennent à dissuader durablement le JNIM de chercher de nouvelles zones de refuge. Dans ce cas, le groupe resterait cantonné à des espaces plus surveillés, limitant sa capacité à se redéployer vers les zones côtières. La coopération entre Washington et Abuja pourrait alors stabiliser le nord du Nigeria, réduisant la pression sur les populations locales. La présence américaine demeurerait principalement dissuasive, sans multiplication d'opérations visibles. Les tensions géopolitiques plus larges ne disparaîtraient pas, mais leur impact concret serait atténué. Enfin, une trajectoire correspond aux craintes explicitement évoquées dans la source. Si les militants cherchaient à fuir vers le Bénin, le Cameroun ou à revenir vers le cœur du bloc sahélien, les frappes pourraient suivre ces déplacements. Une telle dynamique ouvrirait un cycle d'interventions successives, où chaque mouvement serait interprété comme une justification pour une nouvelle action. Cette spirale augmenterait le risque d'élargissement du conflit et renforcerait le sentiment d'encerclement ressenti par les pays de l'AES. Dans les trois cas, un point commun s'impose. Les choix effectués dans les mois à venir dépendront moins d'un événement isolé que de la manière dont les acteurs interpréteront et répondront aux déplacements militants. C'est précisément cette incertitude cumulative que Ibrahim Traoré mettait en avant lorsqu'il évoquait une montée des tensions à moyen terme. Le facteur décisif ne sera pas la force d'une frappe, mais la logique qui guidera la suivante. À ce stade, les dynamiques décrites cessent d'être abstraites et prennent un sens différent selon le profil de ceux qui les observent. Pour certains lecteurs attentifs à la stabilité régionale, les frappes du 26 décembre révèlent une fragilité structurelle. La source montre que des zones jusque-là perçues comme secondaires peuvent basculer rapidement dans la narration sécuritaire. Cette mobilité du conflit rappelle que les lignes de front ne sont jamais fixes et que les équilibres locaux peuvent être redéfinis par des décisions prises à distance. Pour d'autres, plus sensibles aux enjeux géopolitiques, la dimension internationale domine. L'épisode nigérian illustre concrètement la compétition d'influence en Afrique de l'Ouest. La présence américaine dans le golfe de Guinée n'est pas seulement un fait militaire, mais un signal adressé à d'autres puissances actives dans la région. Comprendre cette logique permet de lire différemment les événements futurs, non comme des réactions isolées, mais comme des mouvements inscrits dans une rivalité plus large. D'autres encore abordent ces informations avec une préoccupation professionnelle ou analytique. Chercheurs, journalistes ou acteurs économiques y voient un cas d'école. La source rappelle que chaque opération, chaque déplacement militant et chaque réponse étatique produit des effets en cascade. Savoir identifier ces chaînes de causalité devient un avantage pour anticiper les zones de tension et éviter les lectures simplistes. Pour tous ces profils, une même leçon s'impose. Ce qui se joue au Nigeria dépasse largement ses frontières. Les frappes du 26 décembre montrent que l'Afrique de l'Ouest entre dans une phase où la rapidité des décisions et leur portée régionale comptent autant que leur intention affichée. Suivre ces évolutions avec attention, sans céder à l'alarmisme mais sans minimiser les signaux, devient une nécessité pour comprendre ce qui se dessine à moyen terme. En restant strictement dans le cadre des informations fournies par la source, une trajectoire de gestion apparaît non comme une solution idéale, mais comme une tentative de réduction des risques. D'abord, cela concerne directement les autorités nigérianes. La source indique qu'un accord de coopération militaire avec les États-Unis existe déjà, mais qu'il demeure peu explicité publiquement.
Clarifier ce cadre, définir des lignes rouges et préciser les zones d'intervention permettrait de limiter l'ambiguïté politique autour des frappes et d'en mesurer plus clairement les effets. Ensuite se dit, cela implique les États côtiers voisins. Le récit souligne qu'un déplacement du JNIM vers des pays comme le Bénin ou le Cameroun pourrait entraîner des frappes similaires. Dans ce contexte, une coordination minimale devient essentielle. Partager les informations sur les mouvements du groupe et harmoniser les alertes permettrait d'anticiper plutôt que de subir des décisions extérieures prises dans l'urgence. Puis, cela concerne directement le bloc sahélien de l'AES. La source rappelle que ses dirigeants, parmi lesquels Ibrahim Traoré, perçoivent la dynamique actuelle comme une pression extérieure croissante. Leur rôle, dans cette configuration, consiste à réduire les zones de refuge potentielles en renforçant la surveillance et le contrôle des espaces frontaliers. Moins il existe de zones grises, plus la logique de déplacement forcé des groupes armés perd de son efficacité. Enfin, à l'échelle régionale, une autre étape peut être envisagée. La création d'un mécanisme de consultation rapide entre Abuja, les États voisins, et les pays de l'AES pourrait raccourcir le délai entre un mouvement militant et une réponse politique coordonnée. La source décrit un environnement où chaque déplacement déclenche une réaction. Réduire ce temps politique serait un moyen de freiner l'escalade. Cette feuille de route ne promet pas la stabilité. Elle propose seulement de transformer une série de réactions en une gestion plus lisible, ce qui était précisément l'enjeu soulevé par les avertissements d'Ibrahim Traoré. Lorsque l'on revient aux images évoquées plus tôt dans le récit, celles de Sokoto et de Kwara, un même motif s'impose. Des communautés ordinaires se retrouvent projetées au centre d'un jeu stratégique qui les dépasse largement. Rien, dans leur trajectoire récente, ne les destinait à devenir des points de référence dans une lecture géopolitique régionale. Et pourtant, leur simple mention dans la source suffit à mesurer l'ampleur du glissement en cours. Ce motif donne une profondeur humaine à ce qui pourrait rester une analyse abstraite. Les frappes du 26 décembre, la présence américaine dans le golfe de Guinée et les déplacements du JNIM ne sont pas seulement des données militaires. Ils transforment silencieusement le quotidien de populations qui n'ont aucun contrôle sur ces décisions. C'est précisément cette dissonance entre le niveau stratégique et la réalité locale qui rend la situation si fragile. Dans ce contexte, les avertissements formulés par Ibrahim Traoré prennent une tonalité différente. Ils n'apparaissent non plus comme une simple anticipation politique, mais comme une lecture lucide d'un mécanisme déjà à l'œuvre. À mesure que les pressions extérieures s'intensifient, chaque déplacement du conflit laisse une trace durable sur le terrain humain. Une phrase suffit pour résumer ce moment. Quand le centre de gravité bouge, personne n'est vraiment en périphérie. C'est ce rappel, à la fois sobre et inquiet, qui relie l'ensemble du récit et prépare la dernière question laissée au lecteur. Arrivé à ce point, l'enjeu dépasse la chronologie des frappes ou la description des dispositifs militaires. Ce que révèle l'épisode du 26 décembre, c'est une manière nouvelle dont les équilibres régionaux peuvent être modifiés rapidement, souvent sans débat public approfondi. La source montre que chaque décision prise loin du terrain finit par produire des effets tangibles pour des sociétés entières, parfois longtemps après l'événement initial. Dans ce paysage recomposé, la question centrale n'est pas seulement de savoir qui intervient ou avec quels moyens, mais comment ces interventions redéfinissent progressivement les normes de sécurité en Afrique de l'Ouest. Les avertissements d'Ibrahim Traoré s'inscrivent précisément dans cette interrogation plus large, celle d'un avenir où les pressions extérieures et les dynamiques locales s'entremêlent de façon de plus en plus étroite. Pour le lecteur, l'invitation est simple et volontairement ouverte. Observer les prochains mouvements, identifier les signaux faibles et refuser les lectures trop rapides permet de mieux comprendre ce qui se joue réellement. La stabilité régionale ne se décide pas en un jour, mais elle se fragilise parfois en une nuit. Face à ces transformations, la réflexion collective reste l'un des rares outils disponibles pour ne pas subir passivement l'évolution de l'histoire.